Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants, fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, d'en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Histoire du monde, la guerre des cités mésopotamiennes. Entre 2300 et 1800 avant notre ère, alors que la Mésopotamie est une mosaïque de petits États farouchement attachés à leur indépendance, des cités conquérantes tentent d'unifier la région. La guerre est permanente entre les cités de Sumer comme entre celles de la vallée de l'Euphrate et de la Syrie du Nord. Mais, vers 2250 avenue J.C., Sargon d'Akka coupe court aux tentatives du roi de la cité d'Ouma, en unifiant pour son compte la Mésopotamie. Sargon le conquérant. La légende fait de Sargon le fils d'un nomade et d'une prêtresse. Sa mère n'ayant pas le droit de garder son enfant, celui-ci fut exposé dans un coffin, livré au gré du fleuve et recueilli par un jardinier qui s'occupa de lui comme de son propre fils. C'est alors que la déesse Ishtar le reconnut et l'éleva à la dignité royale. Il devint le conquérant du monde et le roi de l'univers. Cette histoire, comparable à celle de Moïse, de Cyrus ou de Romulus, fait de Sargon le héros idéal, civilisateur, qui sauve le monde du chaos et en devient le maître incontesté. Son nom lui-même signifie roi légitime, même si quelques scribes babyloniens, en falsifiant les signes de l'écriture cunéiforme, tentèrent d'en faire un usurpateur. Après avoir vaincu le roi d'Ouma, qu'il affronta au cours de 34 batailles, Sargon lance des actions contre la vallée de l'Euphrate et la Syrie à l'ouest, contre les Lames à l'est. Le règne de son petit-fils, Naram-Sin, marque l'apogée de l'Empire. Les armées akkadiennes poussent toujours plus avant dans des terres et des contrées inconnues et réputées redoutables. Au nombre des États défaits, figurent les royaumes de la vallée de l'Indus. Une expédition victorieuse est conduite contre Oman, qui tombe à l'issue d'une bataille navale. Malgré des succès répétés, l'édifice impérial reste fragile et s'écroule dès le règne de Shark-Ali-Shari, le propre fils de Naram-Sin, victime des incursions étrangères, montagnard du Gousseum au nord-est, et Élamite à l'Eut, nomades amorites à l'ouest. À l'intérieur aussi le pouvoir est fragile, toute l'histoire du royaume d'Akka est marquée par des révoltes et des soulèvements de palais, qui condamnent chaque souverain à reconquérir les armes à la main le trône laissé vacant par la mort de son prédécesseur. Le pouvoir chancelant du fils de Naram-Sin est encore affaibli par de multiples défaites. À sa mort, la guerre civile achève de détruire un empire déjà moribond qui se survit pourtant quelque temps. Le roi d'Akka règne encore alors que brille déjà l'étoile grandissante d'or. En dépit de cette histoire agitée, les souverains d'Akka savent mettre en œuvre une politique novatrice et originale, qui consiste en l'affirmation sans cesse répétée, de la victoire militaire et en un effort centralisateur qui place la personne du souverain au cœur d'un processus politique auquel il donne son impulsion. C'est la conquête qui est à la base de la puissance des monarques, avec la capture d'un important butin redistribué aux élites dirigeantes et aux dieux. L'appellation de divin qui est associée au nom du souverain est l'expression la plus haute de ses principes. La puissance d'or. Après la chute d'Akka en 2115 avenue J.C., la Mésopotamie est à nouveau disposée en principautés indépendantes. Le roi d'Uru est la figure majeure de cette époque. Il parvient à chasser les armées du Gousseum, qui ravagent Sumer, mais il est renversé par Ornamu roi d'Or,
qui est son propre frère. Ce dernier fonde, avec son fils et successeur, un nouvel empire centré sur Or, comparable à celui d'Aka. Mais leur œuvre est moins durable. Dès 2003 avant J.C., incapable de contenir la pression des nomades amorites qui déferlent jusque sur les rives du golfe Persique, défait par les Élamites qui mettent Or à feu et à sang, trahi par les siens, le dernier roi d'Or, Ibis I, part, enchaîné, pour une captivité lointaine, où il meurt. Le pouvoir des rois d'Or repose sur une bureaucratie importante qui caractérise les États. Au sein d'une unité territoriale, les souverains imposent leur justice, leur administration, leur fiscalité, un système de poids et de mesure, en un mot, leur ordre, avec le concours d'agents très nombreux. La Mésopotamie éclatée. L'un des principaux artisans de la chute d'Or est un haut dignitaire de l'Empire déchu, Ishbiera, qui s'établit dans la ville d'Izin pour y créer la capitale d'un nouvel État souverain. Pour assurer sa légitimité, il tient déjà de la main de ses anciens maîtres la capitale religieuse Nippur, la ville du dieu Enlil, et revendique l'héritage d'Or. Dans la 22e année de son règne, il chasse les Élamites qui campent encore sur les ruines de l'ancienne capitale. Cette action d'éclat lui assure la première place aux yeux de ses contemporains. La dynastie qu'il fonde règne jusqu'en 1924 avant notre ère et, après sa mort, la monarchie d'Izin durera jusqu'en 1794 avenue J.C. Mais les rois d'Izin ne sont pas les seuls à se réclamer de l'héritage d'Or, et la Mésopotamie, malgré tous leurs efforts, se trouve à nouveau divisée. À Larsa, dès la fin du XXe siècle avant notre ère, une dynastie amorite affirme son pouvoir avec Gungunoum, qui se fait proclamer roi. Son exemple est suivi ailleurs, particulièrement à Ourou, tandis que la guerre sévit de façon endémique et que s'écroule le pouvoir d'Izin. À la charnière du XIXe et du XVIIIe siècle, deux frères, Warasin et Rimsin, se succèdent sur le trône de Larsa, qui connaît alors une exceptionnelle prospérité. Le prince Gudea. Gudea est le plus célèbre des princes de Lagash, lesquels règnent en toute indépendance sur leur cité-État. À l'époque des derniers rois d'Aka et des premiers rois d'Or, vers 2040 avenue J.C., l'État de Gudea est le plus prospère du moment, et son règne marque l'apogée de la cité de Lagash, au temps de la Renaissance sumérienne. Les inscriptions gravées sur les statues et les cylindres votifs ne lui attribuent qu'un seul succès militaire, contre les Élamites, mais il fait figure de grand bâtisseur. Il est célèbre pour ses constructions pieuses, engageant d'énormes dépenses pour le sanctuaire du dieu tutélaire de ses États, Ningirsu. Il en fit un édifice d'une incomparable splendeur. Il est réputé pour avoir inspiré des écrits religieux d'une très haute tenue littéraire, les plus beaux textes sumériens connus, et un art plastique d'une grande qualité. Une alimentation frugale. En Mésopotamie, même si les vergers, les vignobles et les palmeraies fournissent des produits variés, la majorité du peuple se nourrit de façon sommaire. Peu propre à la panification, l'orge, la céréale le plus cultivée, est consommée en galettes ou en boulettes et sert aussi à fabriquer la bière. Comme corps gras, on utilise de l'huile de sésame, rarement de l'huile d'olive, qui reste un luxe, comme les légumes et les fruits, sauf les dattes. Les troupeaux de bovins, de moutons et de chèvres, élevés dans les steppes ou les marais, fournissent une viande que seuls les plus riches peuvent s'offrir et que les pauvres ne consomment que dans les grandes occasions, complétant leur alimentation par les poissons de la mer ou des fleuves. En dépit de la fertilité d'un sol bien entretenu, les habitants de la Mésopotamie sont à la merci de toutes sortes de calamités. Outre les inondations et la sécheresse, ils redoutent surtout les guerres, qui interrompent les travaux d'entretien des digues et des canaux. Il suffit alors d'une campagne un peu longue, d'une incursion ennemie, pour que la disette menace. Égale à 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 égale à. Fin du podcast. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal.
Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.